Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Matevon, je suis formatrice Humanitude Vie Sociale. J'interviens dans les établissements pour former le personnel aux concepts et outils développés par Philippe Krohn. J'ai pour spécificité d'avoir travaillé 12 ans dans un accueil de jour, mais aussi d'avoir travaillé sur la conceptualisation et l'écriture d'un projet de service pour mettre en place un PASA dans l'établissement. Pendant un an, j'ai pu accompagner l'équipe à se mettre en place, à développer les outils pour qu'ils soient le plus efficients possible pour accompagner au mieux les personnes les plus fragiles. Les PASA, ou pôles d'activité de soins adaptés, sont des services qui se sont mis en place suite à un plan gouvernemental qui a eu lieu entre 2008 et 2012. Alors ce plan avait pour objectif d'améliorer, d'offrir encore plus d'outils pour améliorer l'accompagnement des personnes souffrant de pathologies neuroévolutives et aussi de répondre aux difficultés rencontrées par les aidants institutionnels, les aidants professionnels, mais aussi bien sûr les aidants familiaux. Le PASA accueille des habitants de l'EHPAD présentant un syndrome cognitivo-amnésique et pour qui on a réalisé une évaluation NPUS. Alors, cette évaluation NPUS, elle est réalisée sur le lieu de vie. Elle est souvent menée par la psychologue ou le psychologue de l'établissement. Et sans rentrer trop dans les détails de cette évaluation, juste rappeler que cette évaluation, elle a deux objectifs. La première, c'est d'aider les professionnels à mettre le doigt vraiment sur la nature des troubles du comportement. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer à quel point ces troubles du comportement vont avoir un retentissement sur l'organisation au quotidien des différents services. C'est à l'issue de cette évaluation qu'on va pouvoir déterminer si la personne elle est éligible ou pas au PASA. Donc c'est réellement l'évaluation NPUS qui va déterminer l'entrée sur le PASA. La question à se poser, c'est est-ce que cette évaluation suffit à elle-même pour déterminer quelle est la mission des professionnels qui interviennent au PASA? Est-ce que ça suffit? Alors oui, effectivement, l'objectif du PASA est bien de baisser les troubles du comportement qui ont été révélés par l'évaluation NPIES. Mais l'enjeu est-il d'apaiser la personne au PASA ou est-il de trouver des solutions au quotidien sur le lieu de vie? Parce que la plupart de ces troubles sont dus à un problème environnemental, puisqu'ils ont été identifiés sur le lieu de vie. Le fait d'apaiser la personne au PASA, c'est-à-dire de traiter l'angoisse, ou autrement dit la conséquence, squeeze complètement la cause. Or, un PASA doit être là pour comprendre les causes, pour éviter les conséquences. Alors c'est sûr qu'on met beaucoup d'énergie pour faire en sorte que ces PASA soient un environnement adapté, pacifiant, apaisant, où tous les instants de la vie quotidienne vont être aménagés pour apaiser au maximum les personnes accueillies. Mais si l'objectif est de ne voir que le PASA, on perd de vue les causes qui sont sur le lieu de vie. Et du coup, là, on peut perdre un peu le sens du PASA et la mission du PASA. Orienter le PASA de cette manière peut conduire à certains risques. L'un de ces risques, c'est de constater que ce sont souvent les mêmes personnes, les mêmes habitants qui bénéficient du PASA. Et ce, régulièrement et depuis longtemps. Alors même que les troubles du comportement ont baissé. Oui, l'accompagnement des ASG sur le PASA va être efficace et très rapidement, de par la permanence d'attention des ASG, elles vont pouvoir constater que les troubles du comportement ont baissé sur le PASA. Alors, une fois encore, si l'objectif est de baisser les troubles du comportement sur le PASA, alors l'objectif est atteint. Effectivement. Mais le problème et le risque, le gros risque, c'est que le PASA, du coup, va devenir la seule solution. D'ailleurs, si on devait refaire une évaluation NPUS sur le lieu de vie 6 mois ou 1 an après l'entrée de l'habitant sur le PASA,
qu'est-ce que nous dirait cette évaluation NPUS? Que le retentissement a baissé, que les troubles du comportement ont baissé. Du coup, c'est bénéfique. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne est toujours sur le PASA. Et donc, comme elle n'est pas sur le lieu de vie, forcément que le retentissement et les troubles du comportement ont baissé. Pourquoi? Parce qu'elle est au PASA. Du coup, vous me direz, tout le monde est content. Oui. Pourquoi? Parce que les professionnels qui sont sur le lieu de vie, ils ont plus à gérer des situations catastrophiques, ils ont plus le temps pour s'organiser et faire tout ce qu'ils ont à faire à côté. Les habitants, eux, sont contents aussi parce qu'ils ont trouvé dans le PASA un environnement agréable, pacifiant, avec des ASG qui sont en permanence avec eux. Donc voilà, ils sont satisfaits de cet environnement. Et les ASG aussi peuvent être satisfaites de ce groupe d'irréductibles qui vient régulièrement et depuis longtemps au PASA. Pourquoi? Parce que ces personnes vont devenir des moteurs aussi au PASA. Et donc très utile dans la conception des groupes, des personnes qui vont venir au PASA. Donc, si je résume, tout le monde est à peu près content. Oui, pas tout à fait tout le monde. Parce que le risque, c'est justement que ça ferme la porte à d'autres habitants qui pourraient bénéficier de ce service et qui ne vont pas y accéder. Et ensuite, c'est aussi le risque de s'enfermer dans des habitudes qui vont nous éloigner petit à petit de l'objectif du PASA. Un autre risque serait de voir apparaître des tensions entre l'équipe soins et l'équipe du PASA. Pourquoi? Le retour des habitants sur leur lieu de vie en fin de journée, approximativement aux alentours des 17h, provoque des problématiques avec des montées d'angoisse sur le lieu de vie. Et ce, au moment du départ des ASG. À 17h, il faut savoir que le personnel soignant n'est pas forcément disponible. Ils sont pris par des actions et des tâches successives et diverses. Du coup, ils ne sont pas là pour constater ces montées d'angoisse. Seulement, à un moment donné, ils vont devoir y faire face quand ils s'en aperçoivent. Mais entre deux, le temps qui s'est écoulé a fait que ces montées d'angoisse sont devenues des CAP, des comportements d'agitation pathologique. Et là, bien évidemment, que leur mission, c'est de prioriser et que la priorité est de pacifier ces CAP. C'est une priorité. Ça demande du temps, bien évidemment. Et donc, du coup, ça va avoir des répercussions sur l'organisation et le fonctionnement de l'équipe soignante. Ça va avoir une répercussion aussi sur leur épuisement. La réaction naturelle des soignants, c'est de se tourner vers l'équipe du PASA et de dire, attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça nous demande trop d'investissement, d'énergie. Là, vous êtes responsable et responsable du coup de notre épuisement, du coup de notre désorganisation, etc., etc. L'équipe du PASA, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais écoutez, nous on comprend pas parce que chez nous, la journée s'est super bien passée. Il n'y a pas eu de problème. Tout était vraiment, la personne, elle n'a pas angoissé, c'était parfait. Mais ça renvoie quoi à l'équipe soignante? Ce que ça renvoie, c'est, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui ne sommes pas bons? C'est notre incompétence que vous mettez en avant? C'est nous qui nous organisons pas de la bonne manière, on n'est pas bon, etc. Donc du coup, c'est une parole qui va être très mal vécue par les soignants. Et là, le clivage entre les deux services risque à se creuser, par des non-dits ou par des regards ou par des transmissions qui vont peut-être être de plus en plus dures à entendre pour l'équipe du PASA. Et du coup, le PASA risque à s'exclure de lui-même, être un peu un service à part, où les ASG risquent bien de trouver un lieu sécurisant où elles-mêmes vont se protéger. Se protéger des regards accusateurs de leurs collègues, de leurs anciennes collègues, parce que ce sont des anciennes AS qui étaient dans le service soins et qui se sont spécialisées en suivant une formation d'ASG, assistante de soins en gérontologie. Du coup, elles connaissent leurs anciens collègues et le regard qu'elles portent sur elles. Et très vite, l'équipe soignante pourrait voir ce service comme un lieu dans lequel on ne fait rien.
Pourquoi? Parce qu'elles voient des ASG assis sur les canapés, en train de boire le café, en train de faire des confitures, des gâteaux, de se promener à l'extérieur, etc. Et donc du coup, les soignants vont dire, ah ben là, c'est un lieu, franchement, on fait rien, c'est bien, hein, franchement, c'est la planque. Sauf que les ASG, elles vont très très mal le vivre parce que c'est dur de recevoir un regard tel que celui-là. Et du coup, elles vont justifier le moindre de leurs actions en expliquant, mais voilà, mais on doit faire comme ça, là on fait ça, on met ça en place, et vous devriez faire comme ça. Et là, la communication aussi est dangereuse parce qu'on est en train de dire aux collègues soignants, ben voilà, vous devriez faire comme ci, comme ci, comme ça. C'est un peu, je caricature, mais le yaka faucon. Et ça, hein, ça va être mal vécu aussi pour les soignants. De dire, attendez, ça veut dire que nous, on ne sait pas faire notre travail, etc. Donc, elles vont justifier par leur transmission, par leurs écrits, par aussi quand elles vont se rendre sur le service. Mais petit à petit aussi, elles vont se protéger dans le lieu même du PASA, en affichant bien souvent leurs productions, leurs productions qui sont issues d'activités que nous, on va qualifier de pseudo-thérapeutiques, parce que là, toujours pareil, quand même, il faut mettre du sens à ce mot thérapeutique. Et donc, toutes les productions, elles vont les afficher, ce qui d'ailleurs, bien souvent, si il y a une production, c'est un atelier. Donc elles vont afficher leur production sur les vitres pour montrer aux autres ce qu'elles font, pour justifier de leur travail. Mais quand on affiche et quand on accroche des productions, bien souvent, ça permet aussi autre chose, ça permet aussi de se protéger du regard des autres. On fait comme une petite palissade entre les autres et nous. Donc la mission du PASA est réellement aussi de professionnaliser la communication. Qu'est-ce qu'on communique? Comment on communique? Comment on renforce les liens entre les différents services pour mieux travailler ensemble? Que ça ne nous isole pas, mais au contraire que ça crée des passerelles en regardant dans un objectif commun. On ne réfléchit pas en fonction de ce qu'on est professionnellement. Bien sûr que chaque service a son propre projet de service, il sait qui il est, il sait quelle est sa mission, mais maintenant comment avec nos spécificités on va regarder dans un même objectif. Et ça va être aussi l'enjeu du PASA. Le PASA, c'est un lieu d'expertise. Et c'est cette expertise qui doit être transmise à l'EHPAD. Un PASA n'est pas la solution pour la personne qui est en situation de trouble cognitif. Non, un PASA, c'est un lieu dans lequel on doit chercher des pistes de travail, des pistes de résolution pour que l'EHPAD puisse s'en saisir, pour accompagner les habitants pour qu'ils vivent mieux sur leur lieu de vie. Alors pour cela, il faut que quand même l'EHPAD puisse formaliser une demande précise au PASA. Et dans cette demande, on doit y poser quelles sont les problématiques rencontrées sur le lieu de vie. À partir de ces problématiques, le PASA va pouvoir trouver des axes de travail. Si je n'ai pas de demande, je ne peux pas avoir de réponse. Donc la formalisation de cette demande est capitale. Bien sûr, sera joint à cette demande l'évaluation NPI-US et c'est ça qui va déterminer l'éligibilité de l'entrée de l'habitant sur le PASA. À partir de cette demande, ça me fait penser à une citation de Sénèque qui dit il n'y a pas de bon vent à celui qui ne sait pas où il va. Donc du coup, c'est bien d'avoir cette demande, ces problématiques, parce que c'est ça qui va donner des axes de travail au PASA. Voilà pourquoi on travaille. Voilà quel est notre objectif. C'est de faire en sorte que la personne vive mieux sur son lieu de vie. Donc du coup, il faut que je sache, mais quelles sont ces problématiques rencontrées sur le lieu de vie? À partir de là, à partir de son entrée, bien sûr que les professionnels vont apprendre à connaître cet habitant. Dans un environnement qui sera adapté, cet espace prothétique, la NESM insiste bien sur cet espace prothétique, c'est-à-dire qu'on a tout mis dans cet espace, dans cet environnement pour que la personne se sente le mieux possible émotionnellement. Du coup, dans cet environnement, les professionnels du PASA vont pouvoir expertiser les troubles du comportement, c'est-à-dire plus précisément faire une expertise des déclencheurs d'angoisse et également
voir quelles sont les pistes pour prévenir les caps, pour éviter les caps. Alors, vous me direz-vous, pourquoi les professionnels de l'EHPAD ne réaliseraient pas eux-mêmes cette expertise? Bien sûr qu'ils peuvent le faire, bien sûr. Sauf que le PASA a une qualité que l'organisation des professionnels sur l'EHPAD ne permet pas toujours, c'est la permanence d'attention. Oui, les professionnels qui interviennent sur le PASA sont en permanence avec les habitants qui les accompagnent. Du matin où ils les accueillent jusqu'au soir où ils les ramènent sur leur lieu de vie, ils sont avec eux. Et ils sont avec eux au travers de tous les actes de la vie quotidienne, à travers des activités qu'ils proposent. En permanence, ils sont en relation avec eux, dans la relation. Et à travers cette relation, ils vont apprendre à les connaître très bien, hein. Ils vont écouter leurs histoires de vie, ce qui est important pour eux, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Donc il va se créer dans la relation de ce climat de confiance, dans cet environnement adapté, une confiance où je vais apprendre à bien connaître la personne. Et du coup, les professionnels vont être très attentifs aux moindres fluctuations émotionnelles. Ils vont vite voir quand il y a des montées d'angoisse subites. Et du coup, ils vont être très réactifs, ils vont essayer de vite comprendre, mais qu'est-ce que c'est qui a déclenché cette angoisse? D'où elle vient cette angoisse-là? Du coup, ils vont se poser des questions. Alors, comme on peut le voir en formation, on va se poser la question, mais est-ce que c'est une raison endogène? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du corps? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce que la personne est en souffrance? Qu'est-ce qu'elle me dit au travers de son corps, de l'expression de son corps? C'est pour ça que la présence des psychomotriciens est très salutaire dans les PASA. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la douleur? Mais aussi on peut se poser la question, est-ce que c'est un déclencheur événementiel? Est-ce que j'ai proposé quelque chose à la personne qu'elle n'a pas compris? Est-ce que c'est environnemental? Ou est-ce qu'il y a une rupture de rythme? À partir de ces déclencheurs, on verra un peu plus précisément, après on parlera plus précisément de la rupture de rythme, les ASG, les professionnels du PASA vont mettre en place, vont trouver des pistes de résolution. Alors bien sûr, elles vont trouver des pistes de résolution sur le PASA, mais dans ces pistes, ce qu'elles communiqueront à l'EHPAD, c'est des choses qui vont pouvoir être exploitables par l'EHPAD. On ne peut pas utiliser à l'EHPAD les outils qui appartiennent au PASA. Mais par contre, il y a des choses qui sont exploitables, peu importe le lieu dans lequel on se trouve. Donc c'est ces pistes qu'il va falloir aller chercher et trouver. Là, je reviens un peu sur la rupture de rythme. C'est vrai qu'un problème majeur du PASA, c'est au moment où on raccompagne les personnes sur leur lieu de vie en fin de journée, vers 17h. Comme je le disais tout à l'heure, là, il y a des montées d'angoisse. Et les montées d'angoisse, elles sont dues à quoi? C'est qu'il y a une magnifique rupture de rythme. En effet, on ramène les personnes sur leur lieu de vie et là, les professionnels du PASA repartent et les habitants reviennent sur leur lieu de vie, bien souvent dans un grand salon. Et puis là, ils sont seuls, il n'y a plus cette permanence d'attention et les autres professionnels, l'équipe soignante, elle est en soins, elle est happée par d'autres activités ou d'autres tâches. Et du coup, là, la personne, on la met en situation où elle va devoir inventer son avenir. Sauf que, malheureusement, dû à sa pathologie, elle est incapable de le faire. Et en plus de ça, elle part de l'environnement avec une émotion et elle arrive ailleurs, ou là où il y a une autre émotion, et elle n'est pas accompagnée dans cet environnement. Et du coup, là, il va y avoir un décrochage émotionnel. Donc, c'est l'équipe du PASA, mais aussi l'équipe soignante, les équipes diverses de l'EHPAD vont pouvoir mettre en place pour gérer cette rupture de rythme. Alors, on vient de parler de la rupture de rythme qui survient à 17h, au moment du retour des habitants sur leur lieu de vie. Alors c'est vrai que j'ai envie de rajouter... souvent, on considère, quand on est professionnel intervenant sur un PASA, on considère que la fin de journée, elle est quand on quitte le PASA. Quand on sort du PASA, ça y est, c'est la fin de la journée, les habitants rentrent chez eux. Alors que c'est une erreur. Il faut vraiment réfléchir, la fin de journée, c'est vraiment quand on quitte les habitants
lorsqu'ils sont sur leur lieu de vie et qu'on a aménagé ce temps-là. Parce que sinon, on est en plein de la rupture de rythme et dans le décrochage émotionnel. Donc oui, on sort du PASA avec une énergie, de l'émotion qu'on a partagée sur la journée, mais comment cette émotion, je vais pouvoir l'aménager aussi et qu'elle perdure sur le lieu de vie pour qu'il y ait un accompagnement émotionnel, pour éviter ce décrochage émotionnel. Donc du coup, derrière, il faut aussi qu'il y ait un relais. Parce que sinon, inévitablement, au départ des AG, il va y avoir cette rupture de rythme. Donc, on va mettre en place un fondu enchaîné. Et mettre en place un fondu enchaîné, ça, c'est travailler au PASA, réfléchir au PASA, mais réfléchir avec les différentes équipes. Un fondu enchaîné, c'est en fait, il faut que rien ne s'arrête et que tout commence. C'est un peu comme quand on fait un montage photo. Avant qu'une photo apparaisse, il y en a une autre qui disparaît. Donc il faut pas, pour éviter cette rupture là, il faut vraiment un passage de relais du coup entre une équipe, l'équipe PASA et l'équipe qui est en place sur l'EHPAD à ce moment-là. Donc il faut vraiment réfléchir comment aménager un fondu enchaîné à ce moment-là pour éviter toutes ces montées d'angoisse dont on a parlé précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme fondu enchaîné? Alors, il y a des établissements où l'équipe PASA réfléchit, oui, mais bon, l'équipe soignante, elle n'est pas du tout disponible. Donc, nous, on pourrait partir plus tôt et au lieu de prendre la collation sur le PASA, on pourrait la prendre avec les autres sur le lieu de vie. Et du coup, elles accompagnent les personnes et la collation est prise avec les autres résidents dans le grand salon, ce qui peut être aménagé en parallèle avec les agents hôteliers qui sont aussi dans ce temps-là de collation, donc un partage d'équipe avec une autre équipe et de travailler sur l'ambiance socio-émotionnelle de ce lieu-là, à ce moment-là. Ce qui est bien, c'est de prendre l'émotion, comme je l'ai dit, de prendre l'émotion sur le PASA et qu'elle perdure. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va amener à ce moment-là au travers de cette collation? Dans d'autres établissements, ils ont fait le choix, vers 17h, 18h, de mettre en place des temps d'animation. Soit par l'animateur, soit par une personne en emploi civique, pour aménager ce temps-là, pour qu'il y ait que cette transition, qu'il y ait une transition aménagée et accompagnée entre la collation, la fin du PASA et le début du repas. Donc pour éviter cette rupture. Mais ça peut être aussi dans d'autres établissements, c'est un infirmier qui va faire, alors ce qu'on peut dire des animations flash, mais comment se saisir d'une activité, être en lien avec les personnes, juste en relation, pour éviter cette rupture et tout doucement amener le temps du repas. Parce que si c'est pas aménagé, effectivement, le gros danger, c'est qu'il va y avoir des montées d'angoisse qui vont avoir une incidence aussi sur l'alimentation. Donc c'est des personnes qui peuvent faire des caps, mais qui, à côté de ça, au moment du repas, vont se lever, refuser de manger, et ça peut avoir des incidences très graves sur la santé. Alors on peut s'apercevoir aussi qu'il y a d'autres ruptures de rythme. Et c'est vrai que si on arrive à identifier sur le PASA qu'il y a une rupture de rythme, notamment, il y en a aussi sur le PASA après le repas, à la fin de la journée, au moment du retour des habitants sur leur lieu de vie. Il y en a aussi sur l'EHPAD, après le repas. Parce que, encore une fois, les soignants sont pris dans leur mission, donc elles accompagnent des personnes à se préparer vers la nuit, et là il va y avoir beaucoup de ruptures de rythme. À un moment où vraiment les soignants sont dans l'énergie, donc sensoriellement c'est très très fort, il y a beaucoup d'entrées sensorielles là, pour ces personnes qui ne vivent le monde qu'au travers de leurs sens. Et émotionnellement, ils vivent le monde au travers de leurs émotions, et ça va être beaucoup de choses à gérer alors qu'elles sont en difficulté cognitivement pour le gérer. Donc du coup, il y a beaucoup d'angoisse, et on peut le constater dans les EHPAD, bien souvent des angoisses en fin de journée, en soirée. Et je pense à l'expérience du noctambule, où a été mis en place des activités par une ASG
où on voit cet ASG faire d'abord une activité gâteau, une tarte aux pommes, donc sur une activité un peu dynamique pour libérer les tensions en utilisant les procédures, et après petit à petit d'accompagner les habitants vers des activités beaucoup plus calmes, hein. En fait, c'est comme cette ASG, c'est comme si elle prenait le bouton du volume et qu'elle baissait tout doucement, hein, pour accompagner les personnes, mais aussi dans un groupe, hein, toutes les personnes qui sont angoissées, qui s'ennuient, qui sont où là dans l'environnement il se passe plus grand chose. Du coup, encore ce besoin d'attention, hein, et donc l'expérience du noctambule règle ces moments et ces ruptures de rythme. Alors c'est vrai qu'on voit que c'est une ASG et c'est vrai qu'on pourrait dire que le noctambule, c'est comme un PASA. C'est un PASA voilà, en lui-même, hein, où là l'ASG aussi sera attentive de voir les déclencheurs d'angoisse et d'être attentive à tout ce que disent ses habitants pour être plus réactifs après, pour que les PAT puissent être plus réactifs et poser les plans d'action et de poser le meilleur accompagnement pour qu'elles soient le mieux possible sur cette fin de journée. Alors on a vu des ruptures de rythme au retour des habitants sur leur lieu de vie, en soirée, mais il y en a aussi le matin, et notamment après la prise en soin. Sensoriellement aussi, là c'est un événement très fort, notamment si on pose les piliers, alors c'est émotionnellement très très fort, hein, par le regard, la parole, le toucher. Mais effectivement, quand la prise en soin se termine, là encore une fois on met la personne en situation d'inventer son avenir, et là il peut y avoir des montées d'angoisse. Qui plus est, les soignants là aussi encore une fois sont pris dans leurs actions, hein. Donc c'est que le PASA puisse identifier, hein, cette rupture de rythme, c'est après de faire le relais aussi avec le service animation vie sociale, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en place derrière la porte de l'habitant, hein, derrière son domicile, qu'est-ce qui peut se passer. Et là on va mettre en place la vie de quartier. Donc c'est l'animateur qui va aménager des vies de quartier dans les couloirs, dans les petits salons, avec certaines personnes, certains résidents, mais en proposant des activités qui vont permettre de faire une proposition dans cet espace-là, et que l'envie qui est née dans la chambre puisse perdurer dans le couloir. C'est pour avoir envie de sortir, il faut qu'il se passe quelque chose derrière la porte. Et du coup, là, il va y avoir un fondu enchaîné aussi entre l'équipe soignante qui a mis toute son énergie et professionnalisé son accompagnement pour mettre de l'envie dans sa prise en soin, hein, dans la prise en soin. Mais justement, pour pas que toute cette relation, cette prise en soin relationnelle puisse perdurer, c'est qu'est-ce que va mettre en place la vie sociale pour créer ce lien et pour que cette envie puisse perdurer, et pour qu'on puisse donner un sens à l'envie aussi. Donc du coup, il va y avoir ce travail de vie sociale. Et ça, c'est aussi, quand on a bien identifié quelles personnes sont sujettes à ces ruptures de rythme ou très sensibles à ces ruptures de rythme, aussi, c'est de pouvoir avoir une vie de quartier, une vie à proximité, pour que la personne puisse être accompagnée encore une fois dans son envie, et qu'il puisse y avoir une proposition pour qu'elle puisse respirer la dynamique sociale des autres. La dynamique sociale, c'est un parfum de la vie, c'est une trace émotionnelle, comme dirait Philippe Crohn, c'est une trace émotionnelle laissée par les uns pour que les autres puissent la respirer. Et comme les personnes qui souffrent de troubles cognitifs, elles vivent le monde au travers de leurs émotions, donc elles vont respirer l'envie des autres. Donc l'envie, va falloir l'aménager aussi, et ça c'est le travail de la vie sociale, mais ça peut trouver du relais aussi avec le PASA, qui lui va donner des informations et des pistes aussi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe où là ça va commencer à mettre vraiment un sens et une pertinence dans tout le travail pluridisciplinaire et dans la dynamique sociale de l'établissement. Alors on a vu qu'un PASA, c'était un espace prothétique, c'est-à-dire aménagé en vue de permettre à des personnes atteintes de pathologies neuroévolutives de vivre le mieux possible dans un environnement adapté.
On a vu aussi que le PASA, c'est un lieu d'expertise. C'est pas un lieu pour occuper les gens, hein, pour pas qu'ils s'en aillent. C'est pas un lieu pour qu'ils soient de surveillance, hein, pour qu'on se dise bon ben c'est bon, ils sont là, ils sont en sécurité. Non, c'est vraiment parce que ça voudrait dire du coup qu'à l'EHPAD ils sont pas en sécurité. Donc du coup vraiment non, le PASA c'est un lieu d'expertise, hein, qui va permettre à l'EHPAD d'améliorer, d'enrichir son accompagnement pour faire en sorte que la personne vive le mieux possible sur son lieu de vie. Et c'est vraiment là le sens, et c'est vraiment là que je vais faire le lien avec la liberté. Parce que un PASA, c'est pas un EHPAD dans l'EHPAD. Il n'est pas là pour irresponsabiliser l'EHPAD. Non, l'EHPAD a ses propres responsabilités. Le PASA a les siens, mais en tant qu'outil. Si le PASA doit devenir un lieu de vie, il se substitue à celui de l'EHPAD. Et c'est pas le but et c'est pas sa mission. Au contraire, il est là pour aider, pour épauler, pour enrichir, pour trouver des pistes de résolution, ouvrir sur des pistes de travail, d'où de travailler sur la réflexion et sur l'amélioration. Et ça, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire pour que la liberté qui est née sur le PASA ouvre encore plus sur la liberté dans les EHPAD. Quand il y a des caps, c'est vraiment une expression. Écouter cette expression, c'est écouter ce qu'ils nous ont à nous dire avec les capacités qu'ils ont, mais ils disent toujours ce qui va et ce qui va pas. Et du coup, c'est mieux les écouter. Et mieux les écouter, c'est aussi mieux répondre quand on sait ce qui va pas sur l'établissement et qu'est-ce qui, à un moment donné, qui dysfonctionne. Donc du coup là on peut trouver des outils et faire en sorte que les personnes soient plus libres de sortir de leur secteur, du secteur, et du coup on pourrait oublier tous ces secteurs protégés, ces digicodes, et ventiler tous ces espaces pour mettre en place une réelle dynamique sociale et que tout le monde puisse vivre ensemble dans le respect de chacun. C'est travailler sur les valeurs, et les valeurs, elles commencent en travaillant en pluridisciplinarité, en regardant tous dans un même objectif. Merci beaucoup.